Mermoz va revivre sur l'écran. À 2 pas des Champs-Élysées, on a reconstitué un accident en pleine cordillère des Andes. Rien n'y manque, même pas la chute de neige. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui s'intitule Mermoz, un film tourné dans des conditions historiques extraordinaires, et donc le mot extraordinaire, l'adjectif extraordinaire signifie hors de la normalité des choses. Il s'agit de Mermoz, donc de Louis Cuny en 1943. Mermoz, Lambert, film Vichy. Arrestation, déportation, disparition, oubli. Mermoz va bénéficier d'une production assez conséquente, puisque c'est un film qui est commandité par le régime de Vichy afin de glorifier en quelque sorte le héros de la fameuse aéropostale. Oui, Mermoz l'aviateur. Et c'est pour cela que dans le film, nous aurons l'occasion de redécouvrir les hauts faits de Mermoz et les premiers pas de l'aéropostale, de Paris à Toulouse, de Toulouse à Dakar, et ensuite vers l'Amérique du Sud, et là l'aéropostale dans son histoire la plus brillante, avec aussi les épisodes parfois plus conséquents et durs de l'histoire de l'aviation et de l'aéropostale, avec par exemple la chute dans la cordillère des Andes, et aussi la conception plus heureuse de certains projets, notamment l'avion trimoteur et aussi le fameux avion appelé la Croix du Sud. Je disais que le film avait bénéficié de conditions de production, somme toute pour l'époque, et surtout pour l'époque très agréable, puisque le gouvernement de Vichy allait mettre 1 million de francs sur la table, qui était une somme phénoménale à l'époque. 1 million de francs, 8 mois de tournage, des prises de vue extérieures pour reconstituer la cordillère des Andes, notamment par des prises de vue aériennes dans les Alpes, un studio et des techniciens requis pendant 8 mois, et aussi le choix d'un acteur qui n'était pas très connu à l'époque et dont je reparlerai durant les prochaines minutes, puisqu'il s'agit de Robert Hugues Lambert. Et puis il faut signaler aussi que la musique a été composée par un certain Arthur Honegger, dont on voit l'implication du régime de Vichy au niveau technique et au niveau aussi esthétique. Pour résumer le film, dirais-je, est en fait un résumé, ma foi, très sympathique, parfois artisanal, puisqu'il est constitué parfois de stock shots, de documentaires d'archives, plus ou moins habilement mêlés à des prises de vue en studio, et aussi par une voix off qui est parfois un peu trop omniprésente et sentencieuse et démagogique, au niveau de la géographie de cet aviateur. Et puis il y a aussi le fait que Mermoz, qui fut affilié à l'extrême droite française avant la Seconde Guerre mondiale, était un tout petit peu le héros, AUT, de l'idéologie vichiste avant l'heure. Avec le mois d'août 1938, la France connut les plus beaux jours de son été. Parmi les rires et les jeux, ce que nous voyons aussi dans le film, c'est le fait que ce héros, en quelque sorte, eh bien, se trouve toujours au centre des scènes, au centre du film, au centre de l'intrigue. Voilà, c'est vraiment voilà, le personnage clé, et un personnage qui se bat pour défendre ses conceptions de l'aviation, un personnage qui se bat pour défendre ses propres idées sur l'aéropostale, ses propres projets également, contre une lourde bureaucratie et contre ceux qui détiennent l'argent
là aussi nous retrouvons des thèmes vichistes évidemment, maintes fois exposés au cours des années sombres qui étaient l'occupation. Alors le tournage se déroule parfois sous des conditions très agréables, comme je le disais tout à l'heure, et parfois sous des conditions beaucoup plus chaotiques, avec par exemple la nécessité de reconstituer la cordillère des Andes sur un plateau de 375 mètres carrés. Vous avez une toile de fond photographique, et on voit ce trucage, on voit bien que c'est une toile de fond qui, en quelque sorte, représente la cordillère des Andes, avec un avion, d'accord, un avion qui est plus ou moins à échelle réelle, et puis la neige, et en fait cette neige c'est du sulfate de magnésie qui en fait est au contact de l'air semblable à des flocons de neige. Le tournage ensuite se déroule paisiblement. L'acteur Lambert, qui a été choisi pour sa ressemblance physique, et d'ailleurs la mère de l'aviateur disparu, la mère de Mermoz, a été stupéfaite de cette ressemblance physique avec son fils. Et donc tout se passe bien, il ne reste à environ qu'une semaine de tournage, mais un imprévu et de taille survient. Il s'agit de l'arrestation de Lambert dans un bar parisien par les autorités allemandes, après être sorti d'une session de photographie dans le fameux célèbre studio Harcourt. Vous savez, les studios qui vous photographient de manière très très esthétique. Il est arrêté. Alors, certains disent pour ses penchants homosexuels, pour homosexualité. D'autres disent pour oisiveté, c'est-à-dire qu'il n'exerçait pas de métier à proprement parler. Et donc, comment dirais-je, ça reste un mystère. Parce que le personnage de Lambert lui-même est à proprement parler un mystère, puisque en fait c'est un comédien qui est né en 1908, qui n'était pas très célèbre à l'époque. Il avait fait des cours d'art dramatique après son service militaire, mais il avait été engagé au théâtre de l'Odéon, certes, mais il n'avait que des rôles très secondaires au théâtre et dans des tournées théâtrales où il faisait parfois office de figurant, de remplaçant. Et donc, on se dit, par rapport à cet acteur qui n'avait pas beaucoup de relief, pourquoi a-t-il été choisi ? Il a été choisi pour sa ressemblance physique, et on se rend compte au cours du film que cet acteur, eh bien, se transforme, se métamorphose au niveau de son talent, au niveau de son jeu d'acteur, comme s'il avait pris conscience, en quelque sorte, au cours du tournage, qu'il avait ici le rôle de sa vie, et un rôle qui pouvait modifier aussi sa carrière d'acteur. Lambert, qui n'a jamais caché son homosexualité, notamment avec un officier allemand. Il y a eu des rumeurs à ce sujet, et c'est pour cela peut-être qu'on l'a arrêté. Lambert est arrêté, et il est tout d'abord déporté dans l'Oise, dans le camp de Compiègne-Royalieu. En attendant, parce que c'était un camp de transit, et non pas à Drancy comme on l'a cru. Voilà, il y a par exemple dans son grand livre l'histoire du cinéma français sous l'occupation, qui est un livre remarquable, mais qui comporte parfois certaines petites erreurs. René Château indiquait Drancy, non, c'était Compiègne-Royalieu. Et donc le producteur André Tranché, le producteur de Mermoz, se trouve face à une difficulté. Comment terminer le film ? Il ne reste que 8 jours et il ne reste que quelques scènes à tourner pour Mermoz Lambert. La solution
qu'il a trouvé, c'est d'engager une doublure. Et cette doublure, ce sera un futur acteur que Louis Cuny va de nouveau engager. Il s'agit d'Henri Vidal, futur compagnon de Michel Morgan, qui en 1946 tournera le grand péplum français d'après-guerre. Il s'agit de Fabiola, avec notamment Michel Morgan, Gino Cervi et Michel Simon. Et donc, Henri Vidal incarne de dos Mermoz, il fait la doublure de Lambert. Mais il y a un autre problème, c'est celui de la voix, donc celui du son. Et donc, pour assurer la bonne synchronisation en quelque sorte sonore, le producteur décide de se rendre au camp de transit où se trouve interné Lambert et avec une perche qui passe au-dessus des barbelés de ce camp de transit, de faire parler Lambert pour qu'il puisse dire les dernières répliques, ses dernières paroles. Et ce furent ses dernières paroles également. Ensuite, le film est bouclé. Il est montré tout d'abord en octobre 1943 pour une projection spéciale devant le maréchal Pétain à Vichy même, avec la majorité de l'équipe. Il est ensuite montré un mois plus tard, en novembre 1943, à l'Opéra Garnier. Il y a un grand gala qui est organisé, et en faveur, ironiquement, de la Croix-Rouge, alors que nous sommes sous l'occupation, évidemment. Mais il y aura toujours un seul absent, cet absent, c'est Lambert. Alors, on dirait que plus personne ne s'inquiète du sort de Lambert, de cet acteur. Que faire? Que dire? Même les proches ne diront plus rien à son sujet. Il faut savoir que Lambert va être, au moment où le film est diffusé dans les salles, en novembre 1943, déporté à Buchenwald, un camp de sinistre réputation. Il sera ensuite interné en Bavière, dans un camp de travail, et une dernière déportation où il mourra, lors de laquelle il mourra le 7 mars 1947 en Basse-Silésie. Et ensuite, plus rien. Lambert tombe dans l'oubli. Aucune enquête à la Libération n'est ouverte. C'est un fantôme. C'est un acteur fantôme. Le film également a tendance à tomber dans l'oubli, même s'il est cité dans les histoires du cinéma, puisque de mémoire, il a été très peu, voire désormais plus du tout, diffusé, soit dans les cinémathèques, soit à la télévision, soit distribué en vidéo. Si, 2012, en Italie, un DVD qui est maintenant complètement épuisé a remis ce film en diffusion. Voilà, le film a refait surface, mais ensuite plus rien. Il y a d'autres questions qui se posent. Pourquoi a-t-on arrêté Lambert? Est-ce que c'était pour son homosexualité avec un officier allemand qui pouvait gêner les autorités de l'époque? Peut-être. Était-ce pour oisiveté qu'il était tombé au mauvais moment, au mauvais endroit, et avec les autorités allemandes? Pour oisiveté, le terme oisiveté était un terme général employé parfois par les autorités allemandes pour arrêter qui l'on voulait, pour ensuite l'emprisonner ou le questionner dans les conditions que vous savez, notamment par la Gestapo française rue Lauriston, de sinistre mémoire. Alors, ensuite, donc disais-je, cet acteur, cet homme, tombe dans l'oubli, le film également, et c'est 55 ans plus tard, on est à la fin des années 90, qu'un réalisateur français de télévision, qu'un réalisateur français aussi de cinéma, mais il est beaucoup plus connu pour la télévision, il s'agit de Marcel Bluval. Marcel Bluval qui a réalisé beaucoup de séries télévisées, de dramatiques télévisées. Citons le célébrissime Don Juan avec Michel Piccoli et Claude Brasseur. Eh bien, Marcel Bluval décide de s'emparer de cette histoire tragique, d'accord, pour réaliser
une fiction qui tourne autour de cette histoire. Lambert, premier film, Vigneault, premier long, et le producteur c'est pareil. Il va bien le cinéma national. Tout le monde est en rodage. Bah dis donc, Vigneault est tout de même Grand Prix du cinéma français. Pour un docu, tu parles. Tiens, le voilà, Mermoz. Il en fera une sorte de tragicomédie, de film tragicomique, intitulé, ironiquement, Le plus beau pays du monde. Hein, je dis bien ironiquement. Et donc, Marcel Bluval, qui n'a pas vu le film, mais qui connaît cette histoire tragique, même si certains journalistes ont remis en doute la notion de doublure et de synchronisation par une perche au-delà des barbelés dans le camp de Compiègne-Royalieu pour Lambert, eh bien, il s'empare de cette histoire pour évoquer justement la carrière de cet acteur, d'accord, et sa courte célébrité, son envol très bref dans les mondes de la cinématographie sous l'occupation. Il faudrait d'ailleurs, à juste titre, développer quelques vidéos à ce sujet, notamment sur la fameuse firme Continental qui a produit 30 films à l'époque avec les acteurs les plus célèbres de l'époque, naturellement. Et alors donc Le plus beau pays du monde, qui est aussi un film qui mystérieusement, comment dirais-je, demeure peu visible. Il y a eu une VHS, il y a eu quelques diffusions télé, mais pas de DVD à ma connaissance. Et on peut se demander aussi pourquoi. Est-ce que c'est pour des questions de droit ? S'agit-il de questions aussi politiques ou historiques ? Je ne sais. Mais en tout cas, c'est un film assez révélateur des conditions de tournage françaises sous l'occupation. Et donc vous avez ici un film avec un casting qui est pourtant hors pair, puisque vous avez Claude Brasseur, vous avez Thierry Lhermitte, vous avez des gens comme François Berléand, vous avez aussi des acteurs de second plan comme Maurice Barrier, l'inénarrable, et puis vous avez Marianne Denicourt, vous avez d'autres grands acteurs aussi, je pense à Jean-Pierre Cassel notamment, ou des tas d'autres. Alors pourquoi ce film-là n'est jamais diffusé ? Aussi, ça c'est aussi un mystère. Comme dans cette vidéo, j'ai tenté de démontrer, de vous dévoiler, de vous décrire certains mystères qui tournent autour du tournage de Mermoz et de sa fin. Alors, que retenir de ceci ? Mermoz, le film, Mermoz aussi, les conditions de tournage font que parfois le cinéma, dans son histoire avec un grand H, possède aussi des tragédies, des surprises, des moments heureux et des moments parfois beaucoup plus sombres, tels que le fut cette période de l'occupation à plusieurs titres. Pour ma part, j'ai eu la chance de voir Mermoz, afin de vous en parler, dans une version de DVD. J'ai eu aussi la chance de le revoir récemment grâce à un ami qui en possède une bobine 16 mm, donc je le remercie à juste titre. Et j'avais un enregistrement VHS qui survit. Hein. Vous savez que la VHS a parfois aussi une qualité de vie parfois très réduite pour le film de Bluval. Alors, messieurs les éditeurs de DVD, soyez peut-être un peu plus parfois ouverts à certaines périodes de notre histoire et certains films, notamment ce film qui est intéressant à plus d'un titre. Alors, peut-être pas au niveau de sa qualité, mais au niveau de ses conditions, de son contexte de production et de tournage, Mermoz, donc le film de 1943. Et il faut savoir que ce serait bien d'éditer ce film avec, en complément, pourquoi pas, faire un doublon avec Le plus beau pays du monde. Je pense que ce serait bien et que ça permettrait à ces deux films qui sont des histoires en parallèle finalement d'être de nouveau appréciés, pas seulement par les cinéphiles mais par rapport à une nouvelle génération qui s'intéresse à l'histoire et qui s'intéresse aux films et à l'histoire également. Petit épilogue. Il faut savoir que quand je parlais tout à l'heure de Monsieur Louis Cuny, Monsieur Louis Cuny a ensuite tourné avant et après de nombreux documentaires,
D'où peut-être parfois l'aspect artisanal et documentaire de Mermoz, et qu'il a ensuite tourné des petits polars, des films noirs, parfois des comédies sentimentales telles que Tous les deux, La femme en rouge, et puis aussi, comment dirais-je, L'étrange destin, et même une comédie avec Noël qui mourut centenaire, Bonjour Toubib. Et il a fait tourner ensuite pas mal d'acteurs. Il a fait retourner Henri Vidal, il a fait retourner des gens qui étaient des stars à l'époque. Je pense à André Luguet, dont j'avais parlé lors d'une précédente vidéo. Je parle aussi d'Andrex, qui mériterait lui-même une intervention de ma part, puisque c'était vraiment un personnage très particulier. Et aussi des actrices telles que l'élégante et remarquable Renée Saint-Cyr. Alors, de Mermoz au polar, de Mermoz aux bluettes sentimentales, ainsi va le monde du cinéma, et puis ainsi va parfois la vie de certains acteurs et de certains artistes du cinéma. Ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine intervention dans ce programme, sur cette chaîne pour le cinéma TV. Merci à vous, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.